Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's. Bonjour et bienvenue dans BIS, votre magazine de la curiosité. Ce mois-ci, je suis à Niort, capitale des Deux-Sèvres et porte d'entrée du Marais Poitevin. J'ai rendez-vous avec le comédien Jérôme Rouget qui depuis 20 ans a une façon bien à lui de faire rire son public tout en le faisant réfléchir aux petits travers de notre société. Quel rapport? Mais est-ce que Bill Gates a déjà pondu un œuf? Ce showman aux multiples casquettes a su trouver une forme d'humour unique et des mises en scène toujours plus inventives. Peu à peu, comme ça dérive. C'est un discours qui parle de la démocratisation de la culture, sur le fait qu'on a du mal à démocratiser la culture et donc on va la rendre obligatoire, qu'on va obliger chaque citoyen à assister à 2 spectacles par mois. Nous irons aussi à la rencontre du producteur de concert Luc Gorichon, qui évoquera pour nous sa longue carrière passée aux côtés de Jacques Higelin, d'Alain Bachung, du groupe Téléphone ou encore de Keith Jarrett. Alors Bachung, pardon, mais il faut me raconter Bachung. C'était un peu curieux parce qu'on se disait rien. On déambulait, mais on se disait rien. Et comme toujours, vous découvrirez des lieux et des acteurs qui font vivre la culture locale au quotidien. Le peintre et sculpteur Franck Hérol, Éric Surmont, directeur artistique des festivals Nouvelle Scène et 4e Mur, l'équipe du nouveau lieu de vie culturel L'Îlot Sauvage et le jeune guide batelier Gwendal Le Rudulier. Avant de retrouver Jérôme Rouget, BIS vous rappelle le parcours de ce comédien passé maître dans l'art de l'imposture et de l'humour absurde. Allez, magnétoserve. Étudiant en mathématiques natif de Bressuire, c'est avec la comédie que Jérôme Rouget découvre le théorème de l'humour absurde. Dans la rue tout d'abord, où il invente des formes loufoques de théâtre invisible, puis dans des seuls en scène inclassables, où il entretient une complexité unique avec son public. Toujours à la limite du canular, ces personnages manient l'espièglerie, l'impertinence et la poésie pour mieux décrypter la complexité du monde. De l'art de la séduction aux poules en batterie, en passant par la télé-réalité et Mylène Farmer, son écriture ciselée et son sens de la parodie font de ses spectacles des moments irrésistiblement drôles. Bonjour Jérôme. Bonjour Leïla. Alors, je sais, pour commencer, c'est pas terrible de vous coller une étiquette, mais pour ceux qui vous connaissent pas, comment est-ce qu'on peut définir votre pratique? Vous êtes seul en scène, mais c'est pas du one-man show. Vous êtes aussi comédien. Il y a une dimension très très humoristique dans vos travaux. J'aime autant que vous vous qualifiez vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on devrait dire? Mais justement, moi j'aime bien quand c'est les autres qui me qualifient parce que justement, comme quand on cherche à pas être encasé, on n'a pas envie de s'encaser soi-même. Je dirais que ce que vous avez dit résume assez bien, c'est-à-dire que je suis seul en scène la plupart du temps, Parce même que si j'ai collaboré aussi avec des musiciens on va et y puis venir, avec d'autres comédiens. Et il y a un fil humoristique très fort. Après, peut-être la différence par rapport à du one-man show, à un humoriste, c'est que justement, je ne cherche pas systématiquement à faire rire. Je me mets pas à la table d'écriture en me disant tiens, il faut absolument que je fasse rire. Disons que c'est plutôt une langue d'humour qui est comme ça en moi depuis l'enfance, je dirais, et qui me vient un peu automatiquement, naturellement, ouais, peut-être. Et en tout cas, ça part toujours d'un autre propos que le seul propos de faire comme ça des punchlines. D'ailleurs, il y a très peu de punchlines. Je rejette un peu la punchline justement dans ce que je fais. Tan, 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 tan. Comment élever un veau quand on a mangé sa mère? Alors pourquoi? Une chose est sûre, Jérôme, c'est qu'on ne sait pas quand on vient voir un de vos spectacles sur qui on va tomber. Vous incarnez des personnages. Il y a Bruno Delaroche notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui est ce monsieur pour donner un aperçu aussi de votre humour qui dérape vers de l'absurde? Alors Bruno Delaroche, c'est un
conseiller spécial aux expérimentations au ministère de la Culture. C'est le rôle que j'incarne depuis le plus de temps, ça fait près de 20 ans. 20 ans. Ouais, parce que c'est Vous l'aimiez pour passer 20 ans Ouais, avec ouais, lui. je l'adore. Et d'ailleurs, c'est un peu particulier parce que c'est un peu ce qu'on appelle du théâtre invisible. C'est une imposture. Le spectateur ne sait pas que je suis un faux envoyé du ministère de la Culture. Et donc je commence comme un homme politique traditionnel, avec les formules d'usage, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, etc. La liste est Le discours qui n'en finit pas. voilà, la liste est déjà un peu longue et peu à peu, comme ça dérive. C'est un discours qui parle de la démocratisation de la culture, sur le fait qu'on a du mal à démocratiser la culture et donc on va la rendre obligatoire, qu'on va obliger chaque citoyen à assister à 2 spectacles par mois. Voilà. Et c'est vraiment génial ce rôle qu'au départ j'avais beaucoup le trac parce que j'étais dans des cirques. C'est pas comme quand on se retrouve sur une scène de théâtre où on sait comment ça va être organisé, etc. Là, je ne savais pas où allait se faire la prise de parole, je ne savais pas comment allaient réagir les autres hommes politiques qui étaient là, parce que souvent je le fais en présence d'hommes politiques. Ouais. C'est ça qui est assez passionnant d'ailleurs. Et alors comment ils réagissent? Ils sont observés par les gens, ils sont en représentation, donc ils sont obligés de montrer qu'ils ont de l'humour. Mais la plupart du temps quand même, je trouve qu'ils ont réellement de l'humour. Voilà, ouais, parce que ce qui est rigolo avec cette affaire, c'est qu'à la fin, souvent, par exemple si c'est une inauguration, quelque chose comme ça, il y a un cocktail souvent. Et je me retrouve avec eux assez naturellement. Et c'est vraiment bizarre, ils me considèrent comme un des leurs. C'est-à-dire qu'on me fait des confidences. L'illusion a bien marché en fait. C'est incroyable. S'il fallait donner vos références, vous, en termes d'humour, qui Ouais. vous fait rire, qui vous inspire quand vous travaillez? Ouais, alors c'est un peu bizarre parce que moi, effectivement, je fais des choses beaucoup autour de l'humour. Vraiment, ça, je ne peux pas le nier, mais je suis très peu client des one-man shows. Je regarde assez peu de. Alors, je regarde quand on me dit « Ah, ça, c'est vraiment génial ». Donc, j'ai fini par regarder, par exemple, Blanche Gardin, qui me fait vraiment beaucoup rire. Mais mes références sont un peu plus anciennes. Voilà, et notamment, je pense à Pierre Desproges, que j'ai vu au Palais des Congrès à Parthenay en 1986, quand j'étais en seconde. Voilà, je pense à Coluche aussi. Je pense aussi à Andy Kaufman, cet homme de scène qui refusait qu'on dise de lui qu'il était humoriste et puis qui était un peu, lui aussi dans l'imposture et puis aussi ce comique jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'il punissait les spectateurs quand le public n'était pas à la hauteur de ce qu'il estimait que devait être un public. Par exemple, il leur disait « je vais lire Guerre et paix en entier ». Et si le public vraiment réagissait mal, il lisait Guerre et paix en entier jusqu'à ce que tout le public sorte de la salle. Voilà, c'est l'homme de scène qui est représenté par Jim Carrey dans Man of the Moon de Milos Forman, super film. Vous êtes né à Bressuire, mais en fait, Niort a quand même une importance dans votre vie, Ouais. parce que c'est finalement votre naissance au théâtre, Niort, je crois comprendre. Un peu, on peut le résumer comme ça. En fait, Dans donc, les rues de Niort, ouais, voilà. En fait, donc je fais mes études de mathématiques, Ouais. etc. Mais j'ai toujours en tête depuis l'enfance de faire du théâtre. Et je me dis, ah, quel biais je vais prendre, comment je vais faire. J'essaye d'écrire, mais c'est pas très probant, etc. Et puis en 99, je crois, ou 98, je viens ici à Niort et il y a un festival de rue qui s'appelle Strada à l'époque, qui est fait par la scène nationale ici. Et je vois une compagnie, ça s'appelle le Musée de Monsieur P. La compagnie s'appelle Les Vernisseurs. Je ne sais pas du tout qui sont de Niort à l'époque, puisque c'est un festival où il y avait des compagnies de la France entière, peut-être même d'Europe, je ne sais plus. Et je tombe face à cette vente aux enchères d'œuvres. Voilà, et à la fin, c'est un musée gigantesque et on brûle le musée. Et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et là, je me dis, j'ai le déclic, je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être comme eux dans la rue, de cette forme de liberté, etc. Et donc, j'écris un premier spectacle qui s'appelle Police culturelle. avec votre compagnie, la Martingale, que Voilà. vous avez fondée à Parthenay. Voilà, Donc c'est on ça. est vraiment là, on rayonne, hein. Ah ouais, On est vraiment du cru. Et Police culturelle, vous allez le jouer quelques années plus tard dans les rues de Niort, donc la boucle est bouclée. Ouais, juste après, l'année suivante, je joue à Niort, à Poitiers, on commence les essais ici. Vous avez un autre souvenir fort à Niort, au-delà de cette police culturelle déambulant dans les rues de la ville. C'est ici même, au Moulin du Roc. Vous avez joué, je crois, de nombreuses fois ici. C'est un peu la scène repère pour vous à Niort. Quel est ce souvenir en particulier, Jérôme? En fait, quand on débute dans ce métier et qu'on vient, on peut dire, de rien, qu'on n'a pas de formation spécifique, c'est très très dur de se faire remarquer. Donc ici, la scène nationale n'est pas venue me voir tout de suite. Mais comme on a quand même pas mal entendu parler de moi, etc., au bout d'un moment, ils sont venus. Et comme j'avais déjà fait 3 spectacles quand ils sont venus, eh bien, ils m'ont proposé de faire l'intégrale des spectacles. Donc ici, pendant une semaine,
j'ai joué mes trois spectacles. Et puis aussi, ils ont invité Patrick Agneau, mon compère de la compagnie La Martingale, à jouer aussi ces spectacles. Donc c'était vraiment une grosse semaine La Martingale. Quelle soirée, mais quelle soirée absolument exceptionnelle nous sommes en train de vivre ce soir. On m'annonce un rebondissement absolument incroyable, une erreur de l'Institut TNS Sofres-Saône-et-Loire-Bulle, une erreur d'inversion des colonnes, et donc ce n'est pas 17%, mais 83% de taux de satisfaction, c'est-à-dire l'un des plus forts taux jamais atteints au théâtre, sauf peut-être pour quelques rares pièces de Molière. Tout de suite à la mise à chaud de Sylvain Abélard. L'intégrale de Jérôme sur scène au Moulin du Roc. Ouais. Ça veut dire que quand ça se passe, quand on vient, on vous appelle, que la scène nationale, c'est une reconnaissance. Ouais. On se dit, ça y est, c'est parti, ça y est, je vais pouvoir bénéficier aussi du réseau des scènes nationales, c'est important. Alors on peut croire ça, mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs scènes nationales qui vous aient vu pour que voilà, on commence à se dire « Ah oui, il est un peu dans le réseau, il est programmable, on peut y aller ». Ça demande beaucoup de temps. Surtout, je le disais, quand on n'a pas de formation spécifique, quand on n'a pas d'entrée, quand personne nous recommande, etc. Et aussi, je dirais, quand on fait des formes un peu d'humour, parce que c'est des formes qui sont un peu suspectes dans ce genre de réseau. Par exemple, dans les centres dramatiques nationaux, il n'y a jamais de one-man show, de seul en scène drôle, on va dire. Jérôme, je vous propose de vous emmener au Port Boineau. Est-ce que vous connaissez le Port Boineau ? Ouais, je connais le Port Boineau. C'est tout près d'ici, hein, c'est juste à côté. Alors pourquoi c'est magnifique ? C'est magnifique parce que déjà il y a les quais métayers qui sont très beaux, qui longent la Sèvre. Et puis ça vient d'être réhabilité. Pour tout dire, je n'ai vu que des photos. Et alors justement, on y va parce que ça pourrait être une scène intéressante pour vous. Avec plaisir. On y va. Tout en haut du parc de la Brèche, poumon de verdure en plein centre-ville, trônent sur un banc deux géantes aux robes colorées qui font la curiosité des passants. Leur créateur s'appelle Franck Hérol, un peintre et sculpteur installé à Niort. Après ces dames de la Brèche, il nous présente ces baigneuses fraîchement installées au casino de Châtelaillon-Plage. Au tout début, moi, je souhaitais être designer automobile, c'était un petit peu mon rêve d'enfant. Et je peignais déjà un petit peu, mais pour le plaisir. Et comme j'ai perdu mes parents très tôt, enfant, je pense que la représentation de ma maman, du manque de la maternité, s'est retranscrit dans mon travail. Et en réalité, ma peinture suit mon quotidien. C'était une peinture un peu triste au départ. Il y avait évidemment cette représentation maternelle qui me manquait. Et ensuite, elle a évolué de manière plus colorée, plus positive, parce qu'il y a la rencontre de mon épouse. Et mon épouse est ma première muse ou inspiratrice en tout cas. Puis la sculpture, c'est venu aussi parce que quand tu peins des personnages, tu as envie à un moment donné de les voir sortir de la toile. Et le volume, le 3D, forcément, te donne envie de passer à une étape supérieure. Et la sculpture, c'était une évidence pour moi. Et en fait, très vite, j'avais envie de faire des sculptures, mais qui soient offertes au public. Quelque chose qui puisse être interactif. Dans une société, on n'a plus trop le temps de parler, tout va vite. Du coup, pour moi, l'idée d'un banc et d'avoir deux femmes assises, un peu ronde aussi, dans le sens où je voulais qu'elle ait un côté un peu maternel, un peu protectrice. C'est une sculpture qui est très positive, qui peut paraître très simple, mais derrière ça, il y a un message. Et ce message, pour moi, il est lié aussi à mon histoire. C'est le dialogue entre les cultures, la compréhension entre les gens. Et cette sculpture, pour moi, elle devait être présentée au public et elle devait être accessible à tout le monde. La plus grande émotion aujourd'hui, c'est de voir que les gens se prennent en photo, qu'elle bouge dans le monde entier, que cette photo est véhiculée, que les gens comprennent le message. Je veux justement qu'il y ait cet échange entre les gens. Et c'est symbolique, des gens de couleurs différentes, mais c'est tellement symbolique et tellement parlant que pour moi c'est nécessaire. Les baigneuses Châtelaillon, c'est plus un clin d'œil sur mon enfance. Moi j'ai vécu enfant dans une station balnéaire à Saint-Brévin, près de Saint-Nazaire, donc j'ai vécu toute mon enfance à la plage. Et ces baigneuses-là, il y a un petit côté un peu art déco, les années 20, les choses comme ça, et elles ont une vision, je dirais, très optimiste sur la vie, sur le futur. Et ça aussi, ça me plaît d'essayer de véhiculer ce genre d'image. Ce qui est bien, Jérôme, c'est qu'on peut vous voir partout en France. Vous avez pu vous produire au Festival d'Avignon, dans le Off, au Théâtre du Rond-Point. Et puis aussi, avec vous, on peut voir un peu tous vos spectacles parce que vous n'avez jamais cessé de les jouer. Que ce soit Je me souviens, qui date de 2008, Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, qui date de 2014, ou encore Plaire, l'abécédaire de la séduction, qui date de 2017. Eh bien,
vous continuez à les jouer. Dès qu'on vous les demande, vous les jouez ou vous les proposez. Oui, c'est ça. Bon, déjà, j'ai de la chance qu'il soit toujours demandé. En particulier, Je me souviens, qui est vraiment maintenant quand même un vieux spectacle, qui a plus de 10 ans. Et c'est vrai que c'est un peu une de mes spécificités, parce qu'il y a pas mal de comédiens qui sont seuls en scène, qui font un spectacle, Pendant hop, ils le 2-3 ans. tournent, voilà, ils l'arrêtent, ils en font un autre, Ouais. etc. Alors que moi, j'ai toujours, depuis le début, souhaité jouer tous mes spectacles, parce que je les aime bien. Donc quand ils s'arrêtent, ils s'arrêtent de leur belle mort, on va dire, voilà, parce qu'ils sont plus demandés, ou alors parce que ça devient un peu compliqué. Ça vous permet de réécrire un peu, ça vous permet d'enrichir ou pas? Est-ce que c'est intéressant de tourner comme ça pendant... Vous dites, je me souviens de 2008, ça fait plus de 10 ans, donc il grandit ce spectacle avec vous? Ouais, ils grandissent totalement. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure qu'on les tourne, on les peaufine, etc. Et c'est aussi ce qui est très agréable, parce que beaucoup de gens me demandent, mais t'en as pas marre de jouer toujours le même spectacle comme ça? Et en fait, non, le plaisir est vraiment à chaque fois renouvelé, parce que à chaque fois, on va se dire, tiens, ça, si j'essayais de l'améliorer, de le peaufiner, enfin, on polit un peu son affaire, quoi, et c'est vraiment extrêmement réjouissant. C'est que je vais même pas faire 1 heure, moi, avec tout ça. Alors la plupart du temps, Jérôme, vous êtes seul en scène, mais vous aimez bien aussi la troupe, vous aimez bien aussi être en groupe. Il y a des projets collectifs comme la symphonie pour klaxon et essuie-glace que vous allez jouer à Bordeaux l'an prochain. Il y a d'autres projets, il y a Le Masque et la Brume, une parodie d'une émission bien connue d'une maison que je connais bien, France Inter. C'est quoi Le Masque et la Brume? Le Masque et la Brume, alors c'est une commande de la scène nationale du Sud-Aquitain, de Damien Godet, son directeur. Qu'on a rencontré à Bayonne dans cette émission BIS, le magazine de la curiosité. J'ai vu l'émission. Beau casting. Et où en fait il a fait un temps fort autour de l'absurde, qui s'appelle Absurdité protéiforme. Et donc il veut conclure ce temps fort avec une émission qui parlerait des spectacles qui étaient là pendant le temps fort, qui en parlerait d'une façon, on va dire, décalé, même si j'aime à peine ce mot parce qu'il est très utilisé et très galvaudé. Mais voilà, c'est une occasion de parler des spectacles qui viennent de se dérouler avec donc des plus ou moins faux critiques. Voilà, puisqu'il y a quand même, il va y avoir Éric Libio, anciennement de l'Express, qui est maintenant régulièrement sur France Inter. Il y a Olivier Broche, qui est ex des Chiens, qui est un passionné de cinéma, puis donc de critique plus de cinéma, mais qui là connaît très bien le théâtre aussi. Il y a Marie Duré-Pujol, qui est une enseignante à Bordeaux, une des seules enseignantes spécialistes des formes comiques, justement. Et vous, alors, votre personnage dans Le Masque et la Brume? Moi, je vais faire le faux Jérôme Garcin, je ne sais pas comment je vais m'appeler. Alors voilà, vous êtes le grand Manitou du Masque et voilà, la Brume. Brume. Je suis un peu chargé de coordonner toute cette affaire. Et la symphonie pour klaxon et essuie-glace? En fait, si on la jouait ici à Niort, donc ça serait avec l'orchestre, le grand orchestre automobile, l'orchestre automobile des Deux-Sèvres. Voilà, et donc on recrute sur le territoire 8 volontaires, enfin c'est la scène qui nous accueille, qui s'occupe de recruter, 8 volontaires avec leur voiture. Voilà, et nous on est 3 professionnels. Il y a le premier klaxon, il y a Patrick Agneau, le chef d'orchestre, Armel Doucet, le premier klaxon, et moi qui suis le commentateur de France Musique. Et donc avec eux, c'est réellement, Patrick Agneau a réellement écrit comme ça une œuvre, parce qu'on rajoute des klaxons en fait, pour qu'il y ait vraiment nos sons à nous. Ça se voit pas, le public ne voit rien, mais c'est des klaxons que nous on emmène à chaque fois, qui sont incorporés à chaque voiture. Et il y a 3 parties dans cette symphonie, et la 3e partie, il y a réellement une mélodie qui se crée avec l'ensemble des klaxons. Donc le concert va maintenant commencer. La symphonie, je vous rappelle, sera en 3 mouvements. Un premier mouvement assez libre, un second mouvement à la fois romantique et plein de fougue, allegro ma non troppo, et un 3e mouvement scherzo vivace, très enlevé, vous le verrez, de l'amour, du frisson, du drame, de l'aventure. Excellente soirée de concert avec nous. Vous êtes bien sur France Musique, restez ici. Donc on peut faire partie de cette symphonie quand on est un simple mortel, quand on n'est pas un comédien, il suffit d'avoir une bagnole, quoi. Tout à fait, il suffit d'avoir une bagnole et d'avoir quand même un petit goût pour le jeu. Pour le jeu. Et on l'a déjà joué plusieurs fois, et ce qui est rigolo, c'est que là aussi, il y a des gens qui pensent réellement que c'est enregistré pour France Musique, qui me demandent si ça va être podcastable, etc. Enfin, des choses, on est toujours étonné par comment on peut réussir comme ça des impostures à partir du moment où le cadre est un peu institutionnel. C'est joli, ça veut dire qu'il y a une forme de naïveté aussi qui est possible. Il y a une forme de poésie. Ouais, il y a une forme de poésie, c'est ça. Assez parlé, place aux artistes. Mesdames, messieurs les musiciens, faites-nous rêver avec ce second mouvement intitulé « Tu le fais, ton créneau, connard ».
Quel est votre prochain spectacle? Sur quoi vous travaillez? Est-ce que la forme est aboutie ou pas? On sait qu'avec les circonstances actuelles, tout est un peu décalé dans le temps, mais Ouais. faites-nous rêver, Jérôme. Ah bah, et alors, je ne sais pas si je vais vous faire rêver parce que je travaille sur une forme qui s'appelle En cas de péril imminent. Alors, le titre était décidé bien avant toutes ces histoires de Covid et de confinement. Donc, voilà, c'est un pur hasard. Mais la question de base, c'est faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent? D'accord. Parce que quand on est comédien, artiste, etc., on se pose évidemment la question de la place Ouais. de ce qu'on fait là. Et en particulier de quelle influence on a sur les gens qui viennent nous voir. Et puis, est-ce qu'on est uniquement un divertissement ou est-ce qu'on déclenche parfois d'autres choses? Et donc moi, c'est une question que je me pose régulièrement. En cette période où on a été empêché de jouer, ça nous ramène encore plus à notre je dirais pas notre utilité, parce que l'art n'est pas fait pour être utile, mais en tout cas, ouais, vraiment notre place. Voilà, et En cas de péril imminent, c'est aussi une interrogation sur la place du rire aujourd'hui dans la société. C'est passionnant parce que ça révèle beaucoup de choses de nous-mêmes. Sur le site de Port-Boineau, une ancienne chamoiserie réhabilitée, l'île aux Sauvages est devenue en quelques mois un nouveau lieu de vie culturelle très apprécié des Niortais. On y vient pour son café végétal, sa serre tropicale, ses expositions d'art contemporain et ses soirées DJ. À sa tête, une association de trentenaires imaginatifs entourée de bénévoles très enthousiastes. Alors, je suis David Nani, je suis président de l'association L'Île aux Sauvages. Alors, L'Île aux Sauvages, c'est un lieu de vie culturel. On insiste assez sur cette notion-là. En gros, l'idée, c'est de se dire qu'on propose des expositions ou des activités culturelles au public niortais, mais qu'on décloisonne un petit peu les expositions classiques ou les salles d'expo un peu formatées pour finalement faire des passerelles entre des lieux de vie qui attirent un large public, donc en l'occurrence ici un bar, un café associatif, et une salle d'expo qui est dans son prolongement et qui permet finalement de passer d'un espace à l'autre de manière hyper naturelle pour créer des ponts entre la culture et des lieux de vie plus classiques. Donc voilà, lieux de vie culturels, c'est le meilleur moyen de le définir, l'île sauvage. Je suis Vincent Le Pichon et je suis directeur de la programmation à l'île sauvage. Le critère numéro 1, ça va être est-ce que ça va pouvoir intéresser un public niortais. En gros, je ne fais pas la programmation pour moi, je fais la programmation pour les gens d'une manière générale et essayer d'apporter des réponses, en tout cas des propositions qui puissent être dans ce qu'ils attendent et en même temps les surprendre un petit peu. Moi, je suis Stéphanie et je suis trésorière, je suis membre du bureau de l'île aux Sauvages. Donc, c'est un lieu qui est ouvert du mardi au dimanche et qui propose aux personnes qui viennent nous rencontrer un espace d'exposition culturelle ainsi qu'un café végétal. Donc on peut venir boire un verre entre amis, déjeuner entre collègues, venir prendre le goûter avec ses enfants le mercredi après-midi ou passer une soirée en semaine jusqu'à minuit. On ferme à minuit du jeudi au samedi. Donc on a un peu plus de 120 bénévoles aujourd'hui à l'île aux Sauvages. Tous ces bénévoles aujourd'hui sont hyper importants pour l'île aux Sauvages pour maintenir en fait le bon fonctionnement du lieu et surtout donner une impulsion qui était un lieu ouvert à tous. Et l'île aux Sauvages aujourd'hui ne fonctionnerait pas si on n'avait pas ces bénévoles. Moi, je m'appelle Anne-Sophie, je suis orthophoniste, je suis un peu dans une période où j'ai moins d'activité et donc ça m'a fait plaisir de participer. Je me suis inscrite comme bénévole sur la partie culture et puis finalement les besoins ont fait que je me suis beaucoup investie derrière le bar. Ce qui me motive, c'est déjà cet endroit, le lieu, le concept, le fait que ça s'adresse à des gens de tous les âges, que ça vit tous les jours, à toutes les heures, avec des populations différentes. Mais j'aimerais vraiment, sur les prochaines expos, participer à l'installation des œuvres, à la rédaction des étiquettes et des livrets de présentation. Je m'appelle Nicolas Riffaut et je suis vice-président de l'île aux Sauvages. Alors j'ai commencé dans le domaine associatif en arrivant un peu sur Niort il y a quelques années. J'étais pas de cette ville et il a fallu que je fasse des rencontres, des gens dans le milieu culturel. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à travailler dans une association qui existait déjà, qui s'appelait MIME, Made in Moi-même, sur Niort. Ce qui est intéressant avec MIME, c'est que l'idée, à chaque fois, qui était un peu le point commun entre tous les événements qu'on a fait, c'était de toujours créer un lieu convivial dans des endroits insolites ou non. Et du coup, l'aventure l'île aux Sauvages, c'est une continuité avec toutes les expériences passées de
de tous ces événements associatifs faits précédemment. Jérôme, on parlait tout à l'heure de la compagnie niortaise Vernisseurs qui a été un peu un déclic dans votre vocation de comédien. Je vous avais tenu à nous présenter Béatrice Rouvreau. Bonjour Béatrice, présentez-vous, dites-nous ce que vous faites. Vernisseurs, c'est une compagnie qui a existé de 91, on va dire, à 2018. Elle existe encore, mais le directeur artistique étant décédé, il n'y a plus de création, et donc une compagnie sans création, c'est un peu une boîte vide. Mais c'est vrai que en fait, j'ai rencontré Jérôme en 98 quand il travaillait sur le tournage du film Tarza Curva, un film moyen métrage d'Antoine Violette, qui se passait dans la région. Et à ce moment-là, il faisait déjà la police culturelle. Dans les rues. Voilà. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée de travailler avec Jérôme parce que c'était quelqu'un que j'avais trouvé curieux, intelligent, drôle quand j'avais rencontré sur le film de Tarza Curva. Et vous avez bien fait de venir, hein? Ah oui, j'ai bien fait de venir. Pour parler de Joyeuse Pagaille Urbaine, c'est vraiment un spectacle qui porte hyper bien son nom, c'est vraiment la Joyeuse Pagaille Urbaine. Et donc Thierry Quitté, qui est le plasticien, artiste à la tête de la compagnie Les Vernisseurs avec Béatrice. La spécificité de cette compagnie, c'est ça Béatrice, c'est que ça mélange art plastique, théâtre, c'est... Ouais. En fait, tout s'articule autour des arts plastiques, vraiment. Thierry, c'était vraiment quelqu'un d'atelier, plus qu'un metteur en scène. Ouais. Et donc, toutes les créations se sont vraiment articulées autour du visuel. Partent des créations de Thierry. Ouais, toutes les créations étaient de Thierry. Donc Joyeuse Pagaille Urbaine, c'était vraiment prendre la rue, utiliser la rue et en faire un terrain de jeu. C'était ça son credo. Et du coup, c'est vrai parce qu'on on projette des kilomètres et des kilomètres de rubans de toutes les couleurs. Donc ça transforme l'espace urbain en 2 coups de cuillère à peau. Et c'est vraiment un mélange d'esthétique et de ludique parce que les interventions des 5 comédiens, en fait, qui sont dirigés par un chef un peu idiot, il faut le dire. Leur mission, c'est d'abord de trouver leurs machines qui sont quelque part dans la ville. Ouais. Et après, ces machines, comme l'a dit Béatrice, c'est 30 mètres de haut. Ouais. Et donc, tout de suite, le public, mais ça crée vraiment un émerveillement. Ouais. C'est un spectacle hyper agréable à jouer. Ouais. C'est génial. En plus, c'est en gromelot, en langage imaginaire, dans le monde entier. Moi, grâce à Vernisseurs, je suis allé en Chine, je suis allé au Japon, je suis allé aux Émirats Arabes Unis. Et Vernisseurs, elle est au Brésil, au Canada. Démonstration de gromelot, en fait. Là, on veut savoir à quoi ressemble le gromelot, Jérôme. Non, c'est peut-être loin, mais faites un effort. Langue universelle. Ouais, langue universelle. Ouais. Et à quoi ressemblaient ces architectures éphémères? C'était des objets parfois monumentaux? Ouais. Alors le deuxième axe de travail de Thierry, c'était vraiment les volumes. Et en fait, donc le musée de Monsieur P, c'était le plus gros volume construit. En fait, c'est une architecture en plâtre qui est montée sur du fer à béton, à l'intérieur duquel une exposition était installée qui s'appelle Le poulet c'est l'homme, donc avec des scènes qui représentaient une allégorie de la vie. Alors il y avait 511 poulets, je crois. C'est quoi cette histoire de poulet? 511 poulets en étain dans des scènes de la vie quotidienne. Alors c'est ça. Là, voici un spécimen de ce poulet. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il dort. Alors voilà, ça c'est le poulet qui dort. Et donc il y avait 511 poulets. Oui, voilà. C'était lourd à monter le musée de Monsieur P. Le décor, il fait le musée, donc il fait 8 mètres par 10, ouais. avec des couloirs, enfin un vrai musée quoi. En fait, ce sont des huttes qui sont comme des huttes africaines, qui sont reliées entre elles par des tunnels. Elles ont des tailles différentes. La plus grande, elle fait 6 mètres de haut. Et à l'intérieur de ce parcours, de ce musée, c'est un genre de palais idéal, était installée l'exposition Le poulet c'est l'homme. Mais ce spectacle, c'était un peu l'éloge de la différence, parce que le scénario du musée de Monsieur P, c'est en fait un homme marginal qui vit une vie pas commune, et la ville a décidé de récupérer le terrain sur lequel il s'est installé. Donc on lui fait miroiter une pseudo-célébrité, on convie le public à découvrir son œuvre, donc l'expo. Des guides présentent l'expo. 90 pour le monsieur là-bas.
100 francs pour le monsieur. Et ensuite, il y a une vente aux enchères à la fin. Thierry fabriquait des petites scénettes pour les vendre. Et ensuite, on faisait cramer le musée. Et, tout disparaissait. Et tout disparaissait. Tout le musée, Ouais. c'était un feu impressionnant parce que Thierry avait aussi une certaine appétence pour le feu. C'était aussi une question très pratique. En fait, c'était de ne pas avoir de démontage à faire. Et le musée, c'était également ça. C'est on évite le démontage, on fait cramer tout et comme ça, on est tranquille. C'est pas la première fois que BIS vient en Deux-Sèvres. On est allé l'an passé à Pougnérisson où on a rencontré Yannick Jolin. Et là encore, il y a une poésie complètement folle avec ce nombril du monde, avec ce festival incroyable. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est propre à cette région, à ce département, me semble-t-il. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Moi, je dirais qu'il y a un riche mouvement associatif, en fait. Et depuis tout le temps, c'est très... les mutuelles sont nées là. Et même si les mutuelles, maintenant, sont des bureaux, mais l'origine, en fait, c'est vraiment de rassembler des gens dans un système d'entraide. Et je pense qu'il y a ça qui est assez prégnant dans le Mélois, c'est encore beaucoup comme ça. Le pays mélois s'est mêle. Ouais. Enfin, moi qui suis originaire du nord de Sèvres, Attention. je dirais quand même que c'est un département, alors je ne sais pas d'où vient l'explication historique, mais où déjà il y a beaucoup de théâtre amateur dans tout le département. Voilà. Et ensuite, le conseil départemental ici, historiquement, a fait vraiment un gros travail de soutien aux compagnies qu'il n'y a pas vraiment sur les autres départements. Et puis aussi, peut-être, à mon avis, Pougnérisson a eu aussi son influence sur les gens de parole ici du département. Moi, par exemple, c'est vraiment à Pougnérisson que j'ai commencé à faire Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, qui ne s'appelait pas du tout comme ça, c'était une commande. Et donc, au fur et à mesure des jours, j'ai rajouté comme ça toujours quelque chose. Et à la fin, je tenais presque ce spectacle. Dans la première partie du cours de ce soir, comme vous le savez probablement, nous essaierons de répondre à la question suivante. Pourquoi les poules préfèrent-elles être élevées en batterie? Tan tadan, tan tan tadan, tan tan tadan, tadan, tan. Alors donc ça, c'est un petit jingle qui vient ponctuer le cours parce que je vois qu'il y a effectivement quelques jeunes, mais il y a aussi pas mal de jeunes retraités. Il y a un projet d'exposition, Béatrice, à l'îlot sauvage, des œuvres de Thierry Quitté. Donc j'ai rencontré l'îlot sauvage. Ils sont intéressés parce qu'ils connaissaient le travail de Thierry. C'est l'occasion de montrer son travail en fait dans sa globalité. Et l'idée, ce serait d'en faire un parcours entre Niort et La Rousille où se trouve son atelier. Donc voilà, c'est un projet qui est vraiment, on va dire, en maturation. Éric Surmont est l'un de ceux qui donnent le tempo artistique à Niort. Il est à la tête de 2 festivals majeurs, Nouvelle Scène, un tremplin pour les musiques émergentes, et Quatrième Mur, qui habille l'espace public de fresques de street artistes venus du monde entier. Le secret de sa réussite? Une programmation curieuse et éclectique. En tant que directeur artistique, je m'occupe de la programmation du festival Nouvelle Scène, qui est un festival qui présente des groupes, beaucoup de groupes émergents depuis maintenant plus de 10 ans. C'est un festival qui se passe dans différents lieux à Niort, dont des églises, les écoles, les musées, les salles d'exposition, les bars et les salles de concert. C'est un festival où on a eu l'occasion de présenter Clara Luciani par exemple, Christine and the Queen et beaucoup d'artistes en fait qui ont fait leur preuve après. François and the Atlas Mountain qui est venu au tout début de sa carrière et en fait, on l'a fidélisé un petit peu sur le festival parce qu'on l'a accueilli plusieurs fois. Il y a aussi Lescope qui est venu au tout début. Les 2 artistes ont joué dans un bar et maintenant ils font des très grosses scènes. La crise sanitaire, le premier confinement est arrivé dès le début du festival. On a fait 2 concerts. Et c'était le confinement généralisé, on a dû arrêter le festival. On ne savait pas du tout comment la situation allait évoluer. Ça a mis 6 mois en fait pour trouver une solution. On a appelé le festival Partie Remise. Et sur un week-end, on a invité certains artistes à quand même venir jouer. Donc c'était en respectant toutes les conditions sanitaires. Au final, on a réussi à maintenir. C'était très important pour le public, pour les artistes, pour les agents, pour les techniciens. Pour nous tous, ça nous a fait une respiration folle. Et puis au milieu d'un 2e confinement,
on se dit qu'on a eu de la chance en fait, de pouvoir faire ça et on ne regrette pas une seconde. À côté de ça, je suis programmateur, directeur artistique du festival Le 4e Mur, qui est d'inviter depuis 10 ans des artistes internationaux à prendre possession de murs de la ville pour faire des fresques ou des peintures ou des expositions dans différents endroits. En 2012, on a invité un artiste portugais qui s'appelle Vils, qui a la particularité de creuser le mur, c'est-à-dire qu'il ne rajoute pas de peinture pour faire sa fresque, mais il creuse en fait la matière. Et il est passé à Niort au tout début de sa carrière en 2012. Maintenant, c'est devenu un peu entre guillemets, une superstar du street art en gros. Alors en 2020, on a invité un artiste espagnol qui s'appelle Pascual Arnal, qui a la particularité de faire des murs avec des vignettes en fait posées, des vignettes réfléchissantes posées sur le mur. C'est une œuvre en fait quasiment invisible de jour comme de nuit, sauf quand on lance de la lumière dessus. Le fait de lancer de la lumière, ça provoque en fait le réfléchissement de la lumière et ça illumine, en fait, ça active l'œuvre. Elle est visible que quand une personne envoie de la lumière. Et la composition, c'est une espèce de voie lactée. Et le titre, c'est Le voyage sombre de la planète salée. Le mur en fait vit avec la fresque et la fresque vit avec le mur et avec tout l'environnement. C'est quelque chose de très important en fait dans le festival. Bonjour Luc. Bonjour Laïla. Le grand public ne vous connaît pas, mais dans le milieu, comme on dit, dans le monde de la musique, vous êtes très très connu. Vous avez produit un nombre incalculable de concerts et c'est pas tant le nombre qui m'intéresse, ce sont les artistes que vous avez produits. Je me permets de me lancer dans une petite liste. Vous allez m'arrêter. Allez, allons-y. Higelin, Bachung, Téléphone, Oscar Peterson, Joao Gilberto, Ben l'Oncle Soul, Oui. Zaz, Kerenan. Il y a une myriade d'artistes que vous avez produits, dont vous avez produit les concerts. La liste est très très longue. Comment on appelle votre métier? On peut dire que c'est un métier de producteur, Ouais. mais surtout, j'estime que j'ai eu une chance inouïe d'accompagner tous ces grands artistes, de les accompagner surtout dans une partie de leur carrière, et notamment, plus récemment, pour ceux qui étaient purement en développement, Ouais. et qu'on a accompagné dès le début pour les amener à un seuil de reconnaissance. Vous avez grandi dans la pâtisserie familiale. Je Oui. crois que c'était à Brioude sur Boutonne. C'est ça, c'est ça. Vous avez fait une fac de médecine à Poitiers. Ah, j'ai tenté. Vous êtes inscrit en tout cas. Voilà, on essaye, on ouais, essaye. c'est ça, ouais. Pour gagner votre vie, vous avez été vendeur de disques à Niort. DJ aussi, Pas loin c'est pas loin d'ici. Ouais, pas loin d'ici. Ouais. Puis DJ dans les discothèques. C'est ça, j'étais DJ résident à 30 km d'ici. J'avais une carte blanche, c'est-à-dire que c'était au Moulin du Royou, à Tillou, à 30 km. Et là, contrairement à un certain nombre d'établissements de nuit, le boss, il me disait « tu fais ce que tu veux ». Carte blanche. Et là, je me lâchais. Et alors ça veut dire quoi se lâcher? C'est tous les styles de musique confondus? À cette époque, on entendait pas mal de choses à la radio dans les 70, disco, etc. Moi, j'étais parti dans le soul, R&B, jazz, et je passais la musique californienne, je passais évidemment, je passais des artistes français, bien entendu, mais j'avais on m'avait donné cette capacité, cette possibilité de m'éclater, quoi. C'est génial. Vous aimiez écouter quoi quand vous étiez plus jeune? Vous aviez une passion pour qui? Je pense que j'ai découvert... la passion, c'était à la fois le jazz et le rock. Et dans ces années-là, c'était les Doors, pour les plus connus, les Doors, les Stones, Jefferson Airplane, toute la musique californienne. Et j'aimais bien passer des choses assez inédites. Il m'arrivait de passer en club la messe pour le temps présent. Ah oui, ça c'est complètement inattendu. Voilà. Alors début des années 70, vous ne faisiez pas simplement que de passer de la musique, vous avez commencé à organiser des concerts. Très rapidement. Ouais. Comment ça vous est venu cette idée? C'est faire venir les artistes? Ici, c'est la salle Omnisport à Niort? C'est là, juste derrière. C'est juste là, d'accord. Avenue de Limoges, il y avait la salle Omnisport. C'était un concert avec un tremplin d'artistes locaux, de Poitiers, de Parthenay, de la région en fait. Et j'avais fait venir le groupe Zo à l'époque.
groupe français qui était assez connu à l'époque. Il y avait toute une vague de rock français et Zo en faisait partie. Et là, c'était un succès assez phénoménal, c'est-à-dire qu'on a refusé du monde. C'était vraiment blindé. Et c'était notre premier concert, enfin le premier concert qui a été le premier d'une longue série. Et c'était en 72. Et j'ai tout de suite enchaîné sur des concerts à Poitiers, puisque j'étais en fac en même temps, en médecine. Médecine donc? Médecine, il ne me voyait pas beaucoup à la fac, il me voyait plus à l'Amphi Descartes à l'époque, à Poitiers, et aux arènes de Poitiers, où je faisais des concerts de toutes ces musiques rock et jazz des années 70. Alors j'en ai fait un bon nombre, j'étais pas le seul. Mais j'en ai fait beaucoup. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire... Je faisais à la fois des allers-retours sur Paris pour des imports en disques. On n'avait pas ça ici à Niort. Je garais ma camionnette devant, je faisais mon petit marché. Je rentrais à Niort. Et puis là, c'était le bonheur. On découvrait tous ces disques en import. Et effectivement, en même temps, j'ai commencé à rencontrer des labels de disques, des managements. Et puis très rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer des grands du métier, tels Norbert Gamson, tel Albert Koski, Pascal Bernardin bien entendu. Et ces gens-là m'ont permis très rapidement de devenir un promoteur local en région. Vous avez organisé des tournées pour Higelin, pour Alors, Téléphone, dans les premières... pour Bachung. Comment est-ce qu'on rencontre ces artistes et comment on se voit confier? Enfin, il faut qu'il y ait une confiance énorme, il faut qu'il y ait une envie de collaborer, il faut qu'il y ait un coup de cœur. Alors ça s'est passé comme ça. Alors là, du coup, oui. Parce qu'Higelin, la rencontre, c'était aux arènes de Poitiers. Ouais. J'ai organisé le concert pour leur producteur de l'époque, ils étaient en quasi-séparation, en rupture. Et la femme de Jacques, à l'époque, Quellan, me dit « Écoute, on aimerait bien te revoir ». Et puis ça s'est passé comme ça. C'était en quelle année, ça? 76. 76, donc vous l'avez accompagné à partir de cette année-là? Et là, j'ai fait quelques années avec lui. Ouais. Quelques années. Et c'est les années aussi où j'ai commencé avec Téléphone. Ce sont les années où j'ai commencé avec Bachung aussi. Alors Bachung, pardon, mais il faut me raconter Bachung. Il faut me raconter comment on rencontre Bachung, comment... Bachung, c'était chez Philippe Constantin. Philippe Constantin, c'était un grand éditeur à Paris qui était installé rue de Belleville, qui nous recevait avec une djellaba et des babouches. Il était juste terrible. C'est-à-dire qu'il était l'éditeur de Higelin, de Téléphone, d'une pléiade d'artistes anglo-saxons. Et Philippe, un jour, me dit « Tu devrais passer là, tu devrais venir, je vais te... » Et effectivement, Et Bachung qui était là? C'est lui qui m'a... Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai croisé Bachung. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a touché chez Bachung? On connaît sa musique, on connaît ses albums, on connaît moins l'homme. Ben, à ce moment-là, en fait, dans les premières rencontres avec Alain, c'était un peu curieux parce qu'on se disait rien. On pouvait rester des heures, on se disait rien. On regardait, on déambulait, mais on se disait rien. Et en réalité, je suis resté à travailler 27 ans avec lui. Sans se dire beaucoup de choses, c'est ça? Alors, sur la route, on pouvait effectivement partir en tournée et ne pas se parler pendant des heures. Et puis d'un seul coup, il s'arrêtait, il me dit « Tu crois pas que quelque chose qu'il travaillait, tout ça ?» Alors évidemment, je m'arrêtais. On a passé des journées, des heures. Et en parallèle, Luc, à peu près à cette même époque, je crois, il y a le jazz aussi qui vous tend les bras avec le Festival d'Antibes. Tout à fait. Et vous croisez des grands noms. Là encore, pardon, mais il faut que je fasse une petite liste. Il y a Keith Jarrett, il y a Dizzy Gillespie, il y a Ray Charles, plus tard, Joao Gilberto, Caetano Veloso. Même chose, toujours des rencontres. À travers Philippe Constantin, qui connaissait Norbert Gamson, qui cherchait un producteur, parce que la ville d'Antibes, qui produisait à travers l'Office du tourisme, ne voulait plus produire pour des raisons administratives. Et je me suis retrouvé en 78, je me suis retrouvé producteur d'Antibes Juan-les-Pins. Quel souvenir vous gardez de cette époque, de la musique, de sa vitalité? Alors, c'était facile, c'était parfois un peu approximatif. On ne respectait pas toujours les règles. On est devenu beaucoup plus rigoureux, tout a changé, du côté administratif comme du côté sécurité, etc. Mais je dirais que quand je dis c'était facile, c'est que c'était facile et agréable. C'est-à-dire qu'on passait de bons moments. C'est-à-dire que l'après-midi, moi, je pouvais, ce que je ne fais plus parce qu'on n'a jamais le temps de le faire, je me posais quelques instants, mais plus que ça, je me posais à côté, en bord de scène, un peu planqué comme d'habitude, mais je pouvais écouter même Keith Jarrett qui n'aimait pas ça parce qu'il fallait surtout pas
il fallait qu'il n'entende rien, quoi. D'accord. Silence. Je l'ai vu quitter la scène plusieurs fois. Parce qu'à Juan-les-Pins, notamment, c'est tout près de l'aéroport de Nice. Un avion qui décolle en fin de journée. Il ferme le clavier. Il ferme le clavier, il descend dans la loge. Et on met une demi-heure à le récupérer, ou plus parfois. Merci Luc. Chaque année, près d'1,5 million de visiteurs viennent découvrir la faune et la flore du Marais Poitevin. Acteurs essentiels de ce milieu naturel exceptionnel, les guides bateliers. Je m'appelle Gwendal Leruvillier et je suis batelier à l'embarcadère Cardinaux dans le Marais Poitevin. Je vais reprendre, tranquillement. Vas-y, tranquillou. Bis a rencontré l'un d'entre eux, un jeune étudiant niortais qui s'est passionné pour ce job très spécial, mariant contact humain, culture et savoir-faire. J'ai 18 ans et je viens d'avoir un bac général économique et social. Du coup, je suis guide batelier ici dans le Marais depuis 2 ans, c'est ma 2e saison. Alors, ce qui me plaît dans le métier de batelier, c'est le contact avec la nature. C'est un paysage où on a une faune très variée, donc c'est toujours très intéressant de venir ici. Juste là, il y a un ragondin, un petit ragondin, il n'est pas très gros. Alors ça ressemble à un castor. Ouais, avec les dents oranges. Ouais, c'est ça. En fait, pendant des années, il y a des bateliers qui ont fait croire qu'il y avait un ragondin blanc, chef des ragondins dans le Marais Poitevin, et peu y ont cru. Sauf qu'il s'est avéré que le ragondin blanc existe, c'est un ragondin albinos, qu'on a vu dans le Marais. Et aujourd'hui, certains collègues qui ont des photos de ce ragondin blanc. Donc il existe, mais pendant des années, on a été plusieurs à croire que c'était qu'une légende. Là, ce que j'ai dans les mains, c'est une pigouille. Donc c'est tout simplement une perche de bois qui va faire en général 4 à 5 mètres de long, dont on va se servir pour piquer le fond de la voie d'eau et pousser le bateau. Et l'avantage d'avoir de la longueur, c'est que même si on a beaucoup de profondeur, on va pouvoir piquer et pousser le bateau. Le sujet qui est le plus intéressant à raconter, c'est le fameux feu sur l'eau. Parce que ça, on le sait, quand on fait monter des gens dans les bateaux, il y a toujours un moment où quelqu'un va nous demander si le feu sur l'eau existe, parce que c'est un phénomène assez surprenant. On a des gaz ici qui nous permettent de faire de très belles flammes sur l'eau. En fait, c'est un phénomène au cours duquel la végétation qui va tomber au fond de l'eau dans la vase va fermenter grâce à une petite bactérie qui est similaire à celle qu'on peut avoir dans notre système digestif ou dans celui d'une vache par exemple. Donc le gaz produit sera du méthane. En fait, il va rester piégé dans la vase, alors pas sous forme de grandes poches comme on pourrait l'imaginer, mais dans les feuilles. C'est-à-dire quand elles vont fermenter, les feuilles vont gonfler comme des bulles et elles vont se gonfler de méthane. Donc quand on va brasser le fond avec un bon coup de main, en général, mieux on brasse, plus on fera remonter de gaz. Et ce gaz, on va pouvoir l'enflammer avec un petit coup de briquet, tout simplement. J'ai un collègue qui, pour son premier feu, a fait un très joli feu. Par contre, il était un peu trop penché sur l'eau. Et quand il a allumé le gaz, il a toute une partie de cheveux qui a brûlé. Donc ça a été une bonne leçon. Il avait fait un très joli feu, mais il avait aussi perdu quelques cheveux dans l'histoire. Jérôme, c'est le moment de notre questionnaire BIS pour explorer un peu plus votre curiosité. Votre premier choc esthétique? Alors mon premier choc esthétique, c'est en 3e. Je suis en classe de 3e, on fait un voyage scolaire à Paris. C'est la première fois que je vais à Paris. Et on va voir au théâtre du Rond-Point, qui n'était pas le Rond-Point à l'époque, qui était Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud encore. Et on va voir 5 nœuds modernes de Mishima, mis en scène par Maurice Béjart. Et on est là tous dans la salle et on ne comprend rien. 5 no, no c'est la danse. Non, no c'est la forme de théâtre japonais, voilà. forme très codifiée, très stylisée, très lente souvent. Voilà, même si en fait c'est 5 no modernes ici. Et on est tous là et vraiment, mais on ne comprend rien de rien. Et je vois là dans la salle des gens qui eux sont complètement captivés. D'ailleurs on fait un peu de bruit, les gens nous font des reproches, tout ça. Et là je me dis tiens, il y a des gens qui sont captivés par cette forme-là. C'est vraiment une rencontre avec l'altérité qui a été très forte pour moi, parce que je crois qu'elle est fondatrice de quelque chose dans cette curiosité d'être attiré vers des formes comme ça que je ne comprends pas. Voilà. Votre paysage préféré en Nouvelle-Aquitaine? Mon paysage préféré, j'ai envie de parler d'un théâtre, mais sur l'île d'Oléron. J'espère que vous aurez l'occasion, peut-être vous y êtes déjà allé, il y a un théâtre magnifique qui s'appelle le Théâtre d'Ardoise,
qui a été créé par un ostréiculteur qui s'appelle Jean-Marc Chaillolot, qui est un théâtre qui est au milieu des marais, mais c'est un endroit absolument féerique, quoi. Et Jean-Marc a accueilli des gens presque au début sur ses deniers personnels, tout ça, et maintenant les gens qui vont là-bas ont tous envie de revenir, donc les négociations sont un peu plus faciles pour lui, puis il y a de plus en plus de monde, et c'est un endroit vraiment qui vaut le détour, qu'on aime ou pas le théâtre. C'est au milieu des marais, c'est très sauvage, c'est incroyable. Le roman que vous auriez aimé écrire? Je dirais peut-être à peu près n'importe quel roman de Romain Gary. D'accord. Voilà. Ah ouais. Mais quand même une préférence chez Romain Gary. C'est pas un roman, mais j'aime beaucoup l'Administrat calme, parce que c'est des entretiens fictifs où Romain Gary se pose lui-même les questions. Je trouve le procédé super. Le lieu à Niort qui vous est le plus cher? Alors le lieu, d'abord, il faut que je sois honnête, je ne suis pas un hyper grand connaisseur de Niort, mais peut-être quand même le Fort Foucault. Le Fort Foucault qui est un endroit un peu magique sur une île, ici en plein centre-ville, voilà, et où justement on se retrouvait tous pour le tournage de Tarza Curva qu'a évoqué Béatrice, le film d'Antoine Violette. Voilà, et c'était assez magique pour moi. Voilà, j'étais pas encore vraiment lancé dans le métier, je me suis retrouvé à faire 15 jours de tournage comme ça, avec une vraie équipe de cinéma professionnelle. Et donc c'est un lieu qui en lui-même est magique et où j'ai vécu des moments un peu magiques. Votre dernier coup de cœur artistique? Alors j'ai envie de parler d'un groupe poitevin qui s'appelle Rhizotome, voilà, qui est un duo composé de Mathieu Mesguer et d'Armel Doucet. Mathieu Mesguer, c'est un ex-musicien de l'Orchestre national de jazz, et Armel Doucet, c'est une artiste incroyable, voilà, qui est danseuse, comédienne, musicienne, une jeune artiste poitevine. Et donc ils m'ont donné le disque, là, je crois qu'il est sorti désormais. Voilà, et j'arrête pas de l'écouter en boucle. C'est un mélange, on va dire, entre la musique traditionnelle revisitée avec du jazz, etc. C'est uniquement instrumental. C'est assez remarquable, on va dire. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. C'est déjà la fin de BIS, votre magazine de la curiosité à Niort avec Jérôme Rouget. Je vous retrouve le mois prochain pour une destination surprise et toujours en Nouvelle-Aquitaine.